comment ça se passe. Donc, ça c'est le site d'injection. Les points blancs, hein, c'est le site d'injection, le marqueur. Ici, vous avez un morceau de V1, comme tout à l'heure. Et ben, ici, vous voyez tout ce qui est marqué. Alors, vous voyez, ça va relativement loin. Alors, vous avez énormément de connexions à l'intérieur de la zone verte ici. On peut montrer que ce sont des connexions essentiellement inhibitrices et que ce sont des connexions internes, enfin, aux hypercolateurs. C'est interne à la roue d'orientation. Donc celles-là, on les laisse tomber et on regarde les connexions plutôt à longue distance, dont on peut montrer qu'elles sont essentiellement excitatrices. Alors il y a deux choses qui doivent vous sauter aux yeux dans cette répartition très très particulière. Il y a des choses qui vous sautent aux yeux. Ça s'en va. Ça, c'est ce qui explique pourquoi on voit ce qu'on voit. Enfin, pourquoi on voit les bords. C'est essentiellement ça. Et c'est ça qu'on va modéliser. Ça, c'est l'expérience cruciale. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette expérience-là, il y a exactement la même, mais en psychophysique, en perception, qui donne le même résultat. Le champ d'association dont je vais parler. Fantastique. Il y a une conjonction, et je vais même d'ailleurs repasser en arrière. Les connexions cortico-corticales sont relativement lentes, à peu près 0,2 mètres par seconde, par rapport aux autres qui sont plusieurs mètres par seconde. Donc retenez, 0,2 mètres par seconde. Donc il y a deux choses évidentes. Bon, d'abord, les clusters, ils sont où? Par rapport aux couleurs, hein, c'est absolument évident, ils sont essentiellement dans des zones de même couleur. Ici, vous avez du vert quelque chose, hein, et c'est tout dans du vert quelque chose, essentiellement. Alors, ça, c'est le parallélisme. Couleur égale orientation, donc essentiellement, c'est ça. Approximativement. Mais c'est pas comme ça. Mais il y a plein de verre ici. Et ça, c'est totalement vide. Et on a cette espèce de grande accumulation sur sa grande diagonale. Alors, le fait que ce soit sur du verre, c'est le transport parallèle. Mais le fait que ce soit accumulé ici, sur cette grande diagonale, c'est beaucoup plus que du transport parallèle. Alors là, vous ne pouvez pas le voir, mais quand on regarde les données, on s'aperçoit que vous avez votre transport parallèle. Est-ce que, à un certain moment, dites-moi si vous voyez un transport parallèle qui n'est pas comme les autres? Parce qu'à un certain moment, il y en a un, vous assemblez un peu plus riche. Là, celui-là. Là. Alors, quelle est la différence là? C'est que vous avez bien parallélisme, et l'orientation, c'est pas du tout une orientation quelconque, c'est justement l'orientation de la droite qui relie les deux positions. Donc vous avez ce qu'on appelle un verrouillage de l'orientation sur les positions. Et ça s'appelle un alignement. Donc, le résultat de cette expérience que je considère comme cruciale, c'est que la notion d'alignement, à savoir parallélisme à deux positions différentes, mais où l'orientation est celle qui relie les deux positions, eh bien c'est essentiellement ça qui est implémenté neurophysiologiquement. Donc qui existe pour nous, qui existe pour le système. C'est pas abstrait, c'est pas idéal, c'est pas... Hein?
les neurosciences obligent à être radicalement matérialistes. Ce qui n'est pas implémenté neurophysiologiquement n'existe pas. Donc, ce qui existe, parce que c'est implémenté, c'est l'alignement. Mais ça, l'alignement, ben, c'est le principe de base qu'avaient découvert les gestaltistes pour tous ces phénomènes-là. Et c'est le principe de base du passage du local au global. C'est-à-dire, vous avez une donnée locale, position, orientation, et vous suivez l'orientation. Dans le prolongement, vous trouvez une autre position, avec une nouvelle orientation, et vous suivez l'orientation. Donc, vous intégrez des données locales. Donc ça explique essentiellement pourquoi nous voyons des lignes, pourquoi nous voyons des droites, pourquoi nous voyons des bords. Donc c'est peut-être la donnée géométrique fondamentale de la perception. Donc vous avez ici un résumé par Boskin lui-même. Le système des connexions horizontales à longue portée peut être résumé comme en disant que ça relie préférentiellement des neurones qui sont co-orientés, parallélisme, et coaxialement alignés. Bien, il faudrait que je m'arrête là. Ben, ça tombe bien, puisque maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de là, on va en donner une interprétation mathématique, enfin, ce sera dans la seconde heure, on va en donner une interprétation mathématique, on va voir que ça correspond à une structure très connue des géomètres, on appelle une structure de contact. J'explique. Et après, qu'est-ce qu'on fera pour expliquer des trucs genre triangle de Kalinza? On dira on a des conditions limites, on a un problème variationnel, et on va chercher des courbes qui sont les meilleures courbes possibles, mais qui satisfont cette contrainte-là. C'est-à-dire des courbes qui peuvent correspondre à une propagation d'activité le long des connexions horizontales. Parce qu'une courbe comme ça ne peut pas arriver dans la perception magiquement. Il faut qu'elle soit construite. Donc elle va être construite par les connexions horizontales. Et peut-être que juste avant, j'avais mis ça un tout petit peu après, mais comme c'est aussi une donnée empirique, ça correspond à ce que vous venez de dire à l'instant, ça c'est de la neurophysiologie. Il y a des expériences de psychophysique qui montrent exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle les expériences du champ d'association. Ceux qui ont lancé le thème, c'est David Field, Anthony Hayes et Robert Hess, et qui ont essayé de comprendre l'origine des phénomènes, comme on dit, de pop-out perceptif. C'est-à-dire ici, vous avez des positions orientation. Alors, c'est des patchs de Gabor uniquement parce qu'ils veulent sélectionner une fréquence spatiale. Mais ces positions orientation, c'est essentiellement distribué randomly, mais en même temps, il y a un phénomène de pop-out perceptif qui fait que vous construisez, dans certains cas, des lignes globales. Donc, ils ont monté tout un protocole expérimental pour savoir d'où ça venait. Et ils sont arrivés à la conclusion que c'était essentiellement l'alignement qui était le phénomène clé. S'il n'y avait pas suffisamment d'alignement, il n'y avait pas de phénomène de pop-out. Et ils sont arrivés à la conclusion que les connexions entre neurones visuels simples devaient être de ce type-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de connexion entre neurones de ce type-là, c'est-à-dire où les orientations sont trop contradictoires en deux positions, mais qu'en revanche, lorsqu'on pouvait facilement prolonger l'orientation du premier neurone jusqu'à l'orientation du second neurone, qu'à ce moment-là, il devait y avoir des connexions. Donc ça, c'est des expériences de psychophysique, plus une hypothèse de neurophysiologie, pour les expliquer.
Et cette hypothèse, c'est exactement ce qu'on a trouvé pour les connexions horizontales. Il y a une expérience spectaculaire de Jean Laurenceau, un collègue à Paris, qui a repris ça mais de façon dynamique. Il a pris comme ça donc des petits segments et il les a fait évoluer de deux façons. Une façon comme ça, donc avec une direction de mouvement orthogonale à l'orientation, et une comme ça, où la direction du mouvement est la même que l'orientation. Il a regardé les vitesses apparentes. Dans le cas comme ça, tac, 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 la vitesse apparente est plus faible que la vitesse réelle. Dans le cas comme ça, tac, 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 la vitesse apparente est plus rapide que la vitesse réelle. Quand on fait les mesures de différence, on trouve 0,2 mètres par seconde. C'est-à-dire la vitesse des connexions horizontales. Voilà, je vais m'arrêter. Pour ce matin. Oui, je voudrais juste poser une question. Oui. J'imagine que les orientations elles-mêmes, elles sont discrétisées quand même. Oui. 10 degrés, quelque chose comme ça. Oui. Donc il y aurait peut-être un meilleur modèle que le groupe des déplacements pour ce qui vient après. Parce que les rotations, les déplacements à rotation discrète, c'est aussi un groupe, mais qui a des propriétés extrêmement particulières. Et donc, plus tard, ce qui va apparaître, c'est de la géométrie de contact sur le groupe des déplacements, évidemment, dans ce que vous faites. Et il me semble que ce serait plus adapté de travailler avec ce groupe-là, le groupe des déplacements à rotation discrète. Parce qu'il est très très bon. C'est ce qu'on appelle un groupe de Moore. Il ressemble beaucoup, il n'est pas compact, mais il ressemble beaucoup au groupe compact. Donc il a des propriétés très particulières. Et c'est mieux de travailler avec ça que de discrétiser aussi le... C'est mieux de travailler avec ça que c'est mieux de Oui, mais en même temps, c'est toujours le même problème. C'est que comme tu ne connais pas bien la discrétisation, c'est toujours de toute façon intéressant de passer à la limite continue. Non, mais je suis d'accord. La limite continue est une image. Mais après, pour l'implémentation et le calcul même, ces groupes-là sont très intéressants, essentiellement parce que les groupes compacts ont toutes leurs représentations de dimension finie, et ce groupe-là n'est pas compact, mais il a aussi toutes ses représentations de dimension finie. Donc c'est ce qu'on appelle un groupe de Moore, et ça fait beaucoup de choses, en particulier pour l'analyse harmonique. Il y a des propriétés de l'analyse harmonique sur ces groupes-là est vraiment extrêmement particulière, quoi. Donc à mon avis, il faudrait, mais ça fait vraiment que je le dis à Hugo, il faut aller dans... Je pense que ça doit être intéressant d'aller dans cette direction-là. Mais je suis complètement d'accord que le passage au continu, ça va permettre de, dans cette direction-là, enfin, verticalement, ça va permettre de conceptualiser les choses. Effectivement, c'est ce que vous faites. Mais il me semble que c'est pas effectivement un gros problème, parce qu'il ne faut pas oublier, se discrétiser, mais pas discrétiser régulièrement. Donc il y a une irrégularité dans la discrétisation qui est sacrément salutaire pour ensuite interpréter, disons qu'il n'y a pas d'histoire beaucoup moins d'histoires de repliements spectraux, des choses comme ça, ou d'aliasing, par le fait qu'il y ait une petite, disons, un petit aléatoire. Non, il y a ça, plus le fait que c'est codage par population. Et un codage par population te permet de considérablement raffiner les discrétisations. non, mais j'imagine bien, mais néanmoins... Mais alors peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est faire du discret avec un petit peu de stochasticité en plus. Peut-être... de toute façon, oui, le groupe des déplacements, c'est la limite de ces groupes-là, dans un certain sens très précis, c'est la limite projective de ces groupes-là. Et ça, c'est typique, enfin, des prolongements, hein, c'est-à-dire qu'on simplifie outrancièrement, on voit apparaître un certain type de modèle, et puis après on revient sur les simplifications, et on simplifie moins brutalement au niveau des modèles, justement.
Mais mathématiquement, ça serait intéressant de regarder, parce que c'est pas clair ce que c'est dans ce cas-là, ça devient... C'est pas clair ce que c'est une diffusion hypoelliptique dans un groupe comme ça. Donc il faut... Parce que la diffusion discrète sur la fibre. Ouais. Parce que l'évolution va être continue horizontalement, mais elle va être discrète sur la fibre. Oui, oui, absolument. Donc, non, c'est vrai que c'est pas mal, ça. mais ils ont vraiment des propriétés tout à fait étranges, hein, ces groupes. De toute façon, chaque fois qu'on a des vibrations avec des fibres discrètes, Oui, c'est spécial. c'est bien. Mais avec une structure globale de groupe en plus. Pardon. Ouais. Non, mais c'est ce qui me frappe, si tu veux, c'est qu'il y a deux étages dans ce que tu dis. Si tu regardes par exemple un système sensoriel qui n'a pas d'orientation, tu prends le système auditif, il fait une extraction de contours merveilleuse sur des images 1D. Et le seul filtre que tu as, si je descendais alors en discret, si tu prends un filtre de Dog, donc des différences de gaussiennes qui sont l'équivalent de tes dérivées de gaussiennes, si tu veux, tu reconstitues de manière parfaite, si tu veux, les extractions de contours. Donc ça signifie que sur une image 2D, si tu prends le même filtre auditif et que tu l'appliques à des images 2D, les extractions de contours sont parfaites et tu as en plus quelque chose qui est très intéressant, c'est que dès que tu as une petite plage homogène, si tu veux, en pixels, et la nature nous donne des tas de plages homogènes, si tu veux, repérer ton prédateur, un des problèmes c'est que la nature, quand elle te donne une partie, si tu veux, du prédateur qui correspond à une fonction, si tu veux, eh bien, cette fonction, elle est faite des mêmes cellules. Donc la réponse en gris de ces cellules qui ont les mêmes propriétés, c'est une réponse homogène. Tout ce qui est une réponse homogène dans la nature, tu augmentes considérablement le niveau, si tu veux, de cette réponse. En gros, tu tues tous les accidents qui n'ont pas sur une surface donnée. Alors, ça peut être une surface de fréquence, hein. Ça peut être une ligne de fréquence si c'est une image 1D auditive, ça peut être quelque chose de spatial si c'est une image 2D. Donc, tu fais, c'est comme un petit volcan, tu vas rehausser ton image de créneau, tu vas, à cause de l'effet, moi je l'appelle Mach, parce que quand même, avant Mach, il a à peu près tout fait, 60 ans avant, c'est bon. Mars, c'est le Mare-Hildreth. Oui. Non, le Mars, c'est le Mare-Hildreth, mais le Mars, c'est l'adversaire d'Einstein, c'est celui de la vitesse, la vague, etc. Parce que quand tu regardes, tu dis Mars, il prononce à l'allemande, et tu dis Mars. Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'appellent Marmar, parce que les deux ont énormément contribué à ça. Donc, uniquement si tu veux, avec finalement de l'inhibition latérale, une fonction de Dog, tu fais déjà un contrastage fantastique sur les zones homogènes, et tu te fais un petit volcan sur les bords qui te permet, derrière, avec des seuillages, alors bêtes et méchants, d'extraire les contours. Alors, le problème, c'est que toi, tu rajoutes l'étage supérieur, l'étage qui est fait effectivement dans les aires visuelles, qui est l'étage qui est dû à l'orientation et prolongement des alignements. Alors moi, ce que j'aimerais, parce que je peux dire qu'en traitement d'image, tu prends uniquement l'effet périphérique, donc rétinien d'inhibition latérale, je veux dire, nous, on ne se sert que de ces opérateurs et des opérateurs dérivés. Donc, quelque part, on n'a jamais travaillé sur l'orientation. Alors, ce que je me pose, et on a fait du travail fin, parce que je veux dire, dans les années 80, quand il fallait localiser les petits trucs là qu'on atteignait avec nos robots, etc., je peux te dire, il fallait aller ultra fin. Et on n'a jamais rajouté de filtre, pour le moment, hein, ça ne nous a jamais servi. À l'hôpital, on n'a jamais eu besoin, si tu veux, d'utiliser des filtres. Alors, peut-être que ça vient là, peut-être qu'on en a besoin, mais oui, mais alors, moi, ce que j'aimerais, c'est savoir ce que ça va me rajouter. Tu vois. Alors, ça c'est dans mon bouquin, mais j'ai aussi des fichiers. Notre ami Stéphane Malin, il a suivi des séminaires justement sur ces problèmes-là. Et l'architecture fonctionnelle avec le prolongement, il s'est dit, mais si on fait ça avec les ondelettes. Et alors? Et il est passé aux bandelettes. Hein. Il a mis un thésard, il a même lancé une start-up qui s'appelle Latitude à l'école polytechnique. Ce que ça rajoute, c'est un facteur de compression énorme, absolument énorme. Mais c'est vraiment le principe de l'alignement. C'est-à-dire que tu as une ondelette orientée, tu prends des ondelettes orientées. Tu as une ondelette orientée qui répond. Alors à ce moment-là, tu regardes si dans le prolongement, il y en a d'autres qui répondent. Oui, donc si tu veux faire une s'il n'y en a pas qui répondent, tu reviens à l'algorithme qui existe déjà. Sinon, tu continues. Alors, il code, j'ai là l'image, hein, par rapport à JPEG, la différence, même JPEG et tout ça, c'est fantastique. Il code un visage sur un cas.
C'est vraiment pas beaucoup. Donc il y a des chances que Non, mais- lui ou quelqu'un qui fait à peu près la même chose va rafler le fait qu'il y aura ton visage sur ta carte bancaire ou des choses comme ça. Non, mais ça c'est bien. Et ça veut dire que dans l'hippocampe, on envoie ce cas. Non, mais c'est la compression, voilà, tout à fait. Ça veut dire que quand tu stockes, toi, dans l'hippocampe, ton information visuelle, tu vas effectivement faire cette compression. Donc tu rajoutes, tu vois, une contrainte, passage au global. Si elle réussit, Il faut aller regarder maintenant l'unité de stockage pour voir si c'est vrai. Parce que pour aller voir dans l'hippocampe comment tu vois avec Stéphane, éventuellement tu prends des actions de squelette si tu connais. Ah non, mais ça, moi, cette compression d'image, moi je suis preneur à tout moment. Hein. Si t'es un ancien prof de maths, c'est parce que t'es devenu un prof de médecine qu'il te faut des justifications financières. Comme ça. Attends, nos hôpitaux étaient les premiers à acheter des barrettes avec Zabaït. Hein. Je te signale que maintenant, un dossier médical, c'est 5 giga par patient et j'en ai 200 000 par an. Donc tu fais le calcul, on est les clients, si tu veux, les meilleurs de ceux qui vendent des unités de mémoire. Et tu regardes les études de chez IBM, c'est dans les hôpitaux, et l'explosion en termes, c'est pour Patagone, hein. C'est chez nous que ça se fait. Et puis ton hippocampe, de toute façon, elle a intérêt à compresser un maximum. Hein. Avant d'arriver à l'Alzheimer, je peux te dire que si tu as un corps par visage, ça te permet de te souvenir, même quand tu es à moitié mort, du visage de ta mère ou du visage ou de ton propre visage quand tu dois dans une glace. Parce que si tu devais la mettre sur 5 mégas, à mon avis,